On démarre. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Rachel Moussouni, l'adjointe au maire en charge de la santé, et je suis ravie de vous accueillir dans cette très belle salle, mais que vous connaissez puisque je reconnais moi des visages qui viennent de manière assidue à ces conférences des Jeudis de la santé. Grande habitude maintenant que nous avons prise au sein de la ville de vous présenter des conférences accessibles à chacun, puisque nous avons la chance d'avoir des médecins, des professeurs qui viennent nous présenter, mais de manière tout à fait entendable et non pas avec un discours dédié entre experts, mais là vraiment le propos est tout à fait accessible. Donc c'est un vrai plaisir que nous avons de partager ce moment. Donc ce soir, j'accueille le professeur Halimi, qui est le spécialiste de l'hypertension artérielle et qui va nous faire donc un exposé. Et comme d'habitude, vous aurez la possibilité d'échanger, de poser des questions à la fin de son propos. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle conférence, et puis je pense qu'on va en ressortir de ce moment avec plein d'informations en tête et un bon sujet de prévention. Donc voilà, je vous prie d'accueillir le professeur Halimi. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis très honoré d'être là, je suis très content d'être là. C'est une date qui est ancienne, ça fait au moins 1 an qu'on a prévu cette date-là, donc il faut vraiment le faire là maintenant, ça fait 1 an. J'ai failli ne pas pouvoir parler, je ne sais pas si vous avez senti comme moi le pollen à l'entrée, là juste devant la mairie, incroyable, incroyable, incroyable. Mais ça ne donne pas d'hypertension, le pollen, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc ce que je vais faire, alors d'abord, on m'avait dit qu'il fallait faire des diapositives et je les ai pas faites. Je les ai pas faites parce que je trouve que c'est mieux. Alors c'est peut-être pas mieux pour ceux qui traduisent, hein, je comprends, mais je trouve que c'est mieux simplement de raconter les choses. Et puis ensuite, ce que je vous demande, c'est s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au moment où je raconte, vous levez la main tout de suite, comme ça je vous donnerai la parole pour savoir ce qui est pas clair, parce que comme ça a été dit juste avant, effectivement les médecins ont tendance à parler leur jargon, et c'est normal, parce que le jargon est un élément très important dans la transmission d'informations entre professionnels. Mais là on va essayer d'éviter le jargon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ceux qui ont prévu de partir plus tôt et qui sont au fond, c'est normal. En revanche, ceux qui sont au fond et qui ont prévu de rester jusqu'au bout peut-être, il y a de la place devant encore. Hein. C'est gratuit. C'est plus gratuit devant que derrière d'ailleurs. Donc, vous pourriez venir. Alors, dans une première partie, ce que je vais faire, c'est vous relater un peu comment on a compris ce qu'était l'hypertension artérielle, comment on a fini par comprendre ce qu'il fallait en faire, et les problèmes qui se sont posés, et comment on a réfléchi à ça. Donc c'est finalement une histoire plus qu'autre chose, et c'est seulement dans la dernière partie qu'on abordera des points un peu pratiques pour le patient. Si je vous dis, c'est quoi l'hypertension artérielle, vous allez me dire quoi? Voilà, on va prendre une victime au hasard. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle? Ouais. Magnifique. Alors la réponse qu'il m'a donnée, comme quoi vraiment il est dans le top 5 des gens, c'est la pression qui règne dans les artères qui est trop élevée. Eh bien je peux vous dire, cette définition-là, elle n'est pas loin de la réalité, et peu de gens le savent. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de tension nerveuse, de stress? D'accord? Et l'hypertension là-dedans, ça fait quoi? Quel rapport entre les deux? Alors, si monsieur qui vient de me parler se dispute avec la dame qui est à côté de lui et que je soupçonne fortement d'être sa femme, la tension de l'un et de l'autre va probablement monter.
Mais est-ce que ça va créer une maladie qui s'appelle hypertension? Eh ben non. Et même s'ils s'engueulent tous les jours de leur vie, l'hypertension ne sera pas provoquée par ça. Elle sera provoquée par d'autres choses, mais pas par ça. Donc, dès le départ, il faut qu'on dissocie dans notre tête ce qu'on appelle tension nerveuse ou stress et ce qu'on appelle hypertension artérielle, qui est une maladie qui n'a rien à voir. Vous imaginez, ce que je dis toujours à mes patients, si c'était dû au stress, alors les chirurgiens cardiaques, quelle devrait être leur pression artérielle? Les réanimateurs, quelle devrait être leur pression artérielle? Les pilotes d'avion, ceux qui ont vachement de stress toute la journée, ben non, ils n'ont pas plus d'hypertension artérielle que les autres. On peut être très calme et n'avoir pas de stress particulier et avoir une tension très très élevée. Et puis on peut être très speed, comme on dit, et avoir une pression artérielle normale. Alors, comment ça a débuté cette histoire? Ça a débuté d'abord par le pire, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il y a à peu près 100 ans. Il y a des auteurs américains, une grande partie des études qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui c'est des auteurs américains en fait. Au moins les premiers 3/4 du XXe siècle. Après c'est le monde entier, mais souvent c'était les Américains. Ont rapporté des gens qui étaient très 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 malades et dont la tension était extrêmement élevée et qui mouraient très vite. Ils étaient très malades du cœur, du rein, du cerveau, ils étaient très essoufflés, très fatigués et ils mouraient. On a appelé ça l'hypertension maligne. Maligne, ça veut dire le mal, c'est terrible, c'est affreux. Il y a 100 ans, est-ce qu'il y avait des médicaments pour la tension? Non, non. Donc, ce qui a été fait simplement, c'est de décrire cette situation-là. Mais la plupart des gens, on ne savait pas s'ils avaient une tension normale, puisque ce concept d'hypertension et de tension normale n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était l'hypertension. Il a fallu attendre 1931. 1931, c'est-à-dire presque presque un siècle. En 1931, il y a une mutuelle américaine qui s'appelle MetLife. Cette mutuelle américaine a publié des données entre la tension des gens, alors qu'ils n'étaient pas malades, c'était juste qu'on leur mesurait la tension, et le fait de mourir plus rapidement. Or, vous savez, les mutuelles, ce qui les intéresse, c'est pas exactement votre santé. Ce qui les intéresse, c'est d'abord de savoir combien vous devez payer en fonction du risque que vous avez. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce travail. Ils ont montré que quand les gens ont une tension vraiment élevée, eh bien, ils avaient tendance à mourir plus vite. Et donc il fallait qu'ils payent plus, puisqu'ils allaient plus souvent à l'hôpital, ils allaient plus souvent voir des médecins, et donc il fallait qu'ils payent plus. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là vient ce qu'on appelle les dogmes en médecine, ou les gourous. Des gourous, il y en a tout le temps, hein, dans tous les domaines et dans toutes les périodes. Il y a toujours des gourous, c'est-à-dire des gens qui disent « moi je sais, j'ai pas de données, mais moi je vous dis c'est comme ça ». Et donc les gourous, entre 1930 et il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, on dit ben voilà, la tension, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, jusque-là tout le monde est d'accord, qui débute à tel chiffre. Quel chiffre? Donc il y a des gens qui ont dit 16-10. Pourquoi 16-10? À l'époque, il n'y avait pas de données. Donc c'était juste le gourou, l'expert, ce que je fais aujourd'hui, l'expert, qui dit voilà, c'est 16-10. Et puis un autre gourou qui a dit non, c'est 18-11. Et puis un autre gourou a dit c'est 14-9. Et puis 13-8. Donc en fait, selon les écoles de pensée, on avait des avis différents. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, on a fini par trouver à peu près quel est le niveau qui n'est pas normal? C'est ça qui est fun, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il n'y avait pas de médicaments. Donc, ce qui a été fait dans un premier temps, et aujourd'hui ça paraît fou, mais ça a été de dire on va étudier les gens qui sont hypertendus à partir du moment où ils sont hypertendus et jusqu'à leur mort. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu
ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire un regroupement de beaucoup de gens. Là, il y avait 500 personnes qui étaient tous hypertendus, il n'y avait pas de médicaments, et donc ils ont tous été étudiés jusqu'à leur mort. Donc vous imaginez, certains étaient hypertendus depuis 1910, d'autres 1920, d'autres 1930, et le papier a été publié en 1955. Ça veut dire que certains ont vécu quelques années avec l'hypertension, d'autres 20-30 ans avec l'hypertension, mais au moins, ça a permis de comprendre ce que c'est que ce truc. Et donc, qu'est-ce qui a été montré en 1955 ? Il a été montré, il faut vous relayer effectivement, parce que sinon vous n'allez pas tenir. Hein. Ce qui a été montré, c'est que quand on a des chiffres élevés de pression artérielle, la pression qui règne dans les artères, bravo, qui est trop élevée, qui est élevée, on ne sait pas de combien, mais elle est élevée, eh bien d'abord, ça entraîne que le cœur grossit. Le cœur devient gros. Pourquoi le cœur devient gros ? Ben, le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle, et donc, si on le fait travailler beaucoup, comme n'importe quel muscle, il devient gros. Premièrement, il devient gros. Ensuite, il a été montré que les reins s'abîmaient. Les gens avaient des reins qui fonctionnaient de moins en moins bien. Et puis, il a été montré que les yeux aussi fonctionnaient moins bien, que le cerveau fonctionnait moins bien. Et une fois de temps en temps, on retrouvait ces patients dont j'ai parlé au début, qui étaient très 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 malades, mais que ça représentait que 7% des gens qui avaient une hypertension artérielle jamais traitée. C'est-à-dire que ils ont une hypertension à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, puis on les suit, et il n'y aura que 7% d'entre eux qui vont développer une tension très 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 élevée, au revoir Anne, et qui vont être très 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 malades, que 7%. Et pourtant les autres, ils ont aussi une tension très très élevée puisqu'ils n'ont pas de médicaments. Donc comment ça se fait ? Comment c'est possible ce truc-là ? Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui ont une tension très très élevée et qui sont en bonne santé, qui vont bien, on leur mesure, elle est élevée mais ils vont très bien, et d'autres qui ont aussi des chiffres élevés et pour autant ils sont très malades. Donc première interrogation de tout le monde scientifique qui s'est intéressé à ça à l'époque, ça a été de dire comment c'est possible ? Les chiffres sont élevés pareil, certains sont très malades, d'autres pas du tout. Pourquoi ? Et pourquoi il y a des gens qui vont avoir le cœur qui gonfle et d'autres pas du tout, alors que les chiffres sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Apparaît alors dans les années 50 des médicaments dont on découvre qu'ils baissent la pression artérielle. Et donc il y a un débat dans toute la société américaine d'abord, et dans le monde entier pour tous ceux qui s'y intéressent. Est-ce qu'il faut baisser ces chiffres de tension ou pas ? Il apparaît que, quand même, on n'a vraiment aucune preuve que ça serve à quelque chose. Et si la tension s'élève, c'est soit que le bon Dieu l'a voulu, soit que le cerveau l'a voulu, l'organisme l'a voulu, c'est peut-être la nature, et peut-être que c'est dangereux de faire baisser cette tension. Donc on a décidé, dans un premier temps, de ne faire baisser la tension que chez les gens qui étaient très très malades, dont je vous ai parlé. La tension est très élevée, ils sont très malades, pour voir, eux au moins on sait qu'ils vont aller très très mal très vite. Si on leur baisse la tension, est-ce que ça change quelque chose ? Et là, miracle. Miracle, les gens dont on savait que si on faisait rien mouraient, eh bien ne mouraient plus. Leur tension était plus basse, ils allaient mieux, ils étaient moins essoufflés, moins fatigués, ils reprenaient leur vie professionnelle. Alors, ils avaient des effets indésirables liés aux médicaments de l'époque, mais on s'est aperçu qu'effectivement, chez les gens qui avaient cette hypertension très très grave, les gens très malades, si on leur baissait la tension avec des médicaments que, Dieu merci, on n'a plus, hein, parce que ceux-là, il faut se les taper. Les gens n'étaient pas bien quand ils les prenaient. Eh bien, ils se sentaient mieux. Et puis, parallèlement à ça, et j'y reviendrai tout à fait à la fin, il y a des chirurgiens qui ont dit, vous savez, le système nerveux, pas celui qui donne le stress, mais celui qui fait contracter les artères, le système nerveux peut-être joue un rôle dans cette tension. Et donc, si on charcutait un peu les gens, leur système nerveux, il y a des ganglions dits sympathiques, on va
les triturer, on va enlever tout ça, peut-être que ça marche. Et effectivement, chez certains, ça marchait, mais quand même, ils avaient du mal à se lever le matin, à se mettre debout, ça tournait, donc c'était pas quelque chose qu'on souhaitait faire. Et donc les premiers médicaments sont arrivés, on a dit, dans l'hypertension artérielle dite maligne, c'est utile. Qu'en est-il pour les autres, c'est-à-dire les 93% qui restent des gens qui ont une hypertension? Est-ce que ça vaut le coup de baisser la tension? Et alors comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir si un médicament est efficace ou ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vais demander toujours à ma victime préférée, non, je sais qu'il peut parler, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On ne sait pas s'il est efficace ou pas. Comment on peut savoir? Voilà. Et donc, la solution qui a été proposée, je vais répéter la réponse, ne vous inquiétez pas. La solution qui a été proposée, c'est de dire, voilà, on va prendre des gens qui ont une pression artérielle très élevée, mais pas malades. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont une tension très élevée, mais qui vont très bien. Ils n'ont pas l'HTA maligne, hypertension maligne. Ils ont juste des chiffres de tension très élevés, mais ils se sentent bien. D'accord? Et on va tirer au sort. On va tirer au sort. Et dans cet article, il faut le lire, c'est un papier qui date du milieu des années 60. Dans cet article, les auteurs disent la chose suivante. Peut-être que c'est pas très moral de tirer au sort, mais on ne sait pas comment faire autrement. On ne sait pas comment faire autrement. On ne voit pas comment on pourrait faire autrement pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, ils ont pris 145 patients. Ils ont tiré au sort ceux qui auraient les médicaments pour baisser la tension et ceux qui n'auraient pas de médicaments. Plus exactement, ils ont un médicament qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire on leur dit « prends », mais ils ne savent pas si c'est un médicament qui fait baisser la tension ou c'est un médicament qui ne fera rien sur la tension. D'accord? Et ils ont dit « on va regarder, on va les suivre ». Et ils les ont suivis pendant 18 mois. 18 mois. Au bout de 18 mois, ils ont regardé ce qui s'est passé dans les deux groupes. Dans le groupe qui recevait le placebo, il y avait plus d'un quart des patients qui avaient fait soit un infarctus du myocarde, soit une attaque cérébrale, soit une maladie très grave de l'aorte qu'on appelle une dissection aortique, qui est très dangereuse, qui est même mortelle la plupart du temps. Et dans le groupe qui avait les traitements, 2%. 2%. C'est-à-dire il y en avait un ou deux qui avaient eu un problème de santé, les autres pas du tout. Et donc, même si on ne connaît pas les bases de la statistique, on n'a pas besoin de modèles statistiques pour dire 27% versus 2%, c'est quand même pas la même chose. Et donc à partir de là, il y a deux grandes questions qui se sont posées. On a pris des gens qu'on a inclus sur la base de leur tension très élevée. Ils avaient des tensions de l'ordre de 24 pour le premier chiffre et 12 pour le deuxième. 24-12. Aujourd'hui, on considère qu'une tension normale, c'est en dessous de 14,9. Et la plupart des gens qui sont hypertendus se retrouvent avec des tensions au départ qui sont plutôt 14,9, 15,9, 16,9, 16,10, 16,11. Bon. Mais 24,12, c'est tout à fait exceptionnel. Donc la question suivante, les deux questions suivantes ont été, premièrement, jusqu'où il faut baisser cette tension en restant bénéfique? D'accord? Jusqu'où il faut aller? 24-12, c'est pas bien, donc on baisse, mais est-ce que 20-11, ça va? Est-ce que 18-10, ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'essai thérapeutique suivant, ce qu'on appelle un essai thérapeutique, c'est-à-dire quand on prend deux populations, qu'on tire au sort, et on va traiter les gens avec un principe actif et l'autre avec un placebo. Eh bien, la suite, ça a été de prendre des gens qui avaient des tensions élevées, mais moins élevées, et de refaire exactement la même chose. Là, ils n'ont pas pris 150 patients ou 145 patients, ils en ont pris plusieurs centaines, et ils les ont suivis pendant 2 ans et demi. Et là encore, ils ont montré, finalement, si on les laissait en dessous de 16 pour le premier chiffre, et 9,5 pour le deuxième, c'était encore bénéfique. Et donc, depuis les années 70, jusqu'au mois de mars 2025, jusqu'au 25 mars 2025, la question a continué à se poser. Et elle continue à se poser. Alors pourquoi je dis
25 mars 2025 et pas 15 mai 2025, c'est parce que le dernier travail qui est sorti et qui est très important a été publié le 25 mars 2025. Qu'est-ce qu'il raconte, ce travail? Il se passe en Chine. On a fait exactement la même chose. On a pris des gens qui ont une hypertension et qui avaient aussi un diabète, et on a tiré au sort ceux qui auraient une tension qu'on baisse à 12 et ceux à qui on laisse la tension aux alentours de 13,5. 13,5 contre 12. Eh bien, vous savez quoi? 12, c'est mieux. 12, c'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la définition de l'hypertension artérielle, c'est le seuil au-dessus duquel c'est dangereux pour les gens. Et donc, si on regarde les résultats de ce travail du 25 mars, chez les gens qui ont un diabète et une hypertension, finalement, ça serait mieux pour eux d'être à 12 qu'à 13,5. Ça fait beaucoup de monde quand même, parce que la plupart des diabétiques, ils ont plus que 12. Donc, c'est un vrai souci. Mais enfin, en tout cas, la question qui s'est posée progressivement fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à où on doit descendre pour que les gens en tirent un bénéfice. C'est-à-dire qu'ils aient moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux, moins de démence. On dit la démence, c'est quelque chose, on peut rien y faire. Si, on peut y faire. Si vous traitez correctement votre hypertension à 50 ans, vous n'aurez pas la démence à 70, ou beaucoup moins. Vous voyez? L'exercice physique aussi est important pour ce cas-là. Donc les reins souffriront moins, les vaisseaux souffriront moins, les yeux souffriront moins. Et donc finalement, quand est-ce que ça commence l'hypertension artérielle? Eh bien, on a défini dans le monde entier, jusqu'à il y a 7 ans, dans le monde entier, on a défini que si les gens ont plus que 14 pour le premier chiffre, en moyenne, bien sûr, et 9 pour le deuxième, en moyenne, eh bien ça s'appelle hypertension. C'est une décision arbitraire. C'est totalement arbitraire. Mais simplement, c'est arbitraire, mais c'est basé sur des données scientifiques tout à fait sûres. Et si on en croit maintenant le papier de ces Chinois et le papier des Américains en 2017, ça devrait être encore plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on dit c'est 14,9, alors il y a combien de gens qui sont hypertendus dans cette salle? Les 3/4. Si on dit maintenant c'est pas 14,9, c'est 12,8, il y en a combien? Il y en a 85%. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'assurance maladie, c'est pas la même chose. Pour notre système de soins, c'est pas la même chose. Mais sur un plan strictement scientifique, la réalité, elle est là. Donc il faut bien s'arrêter quelque part. Et donc, le monde entier, sauf les États-Unis, depuis les années 80, disent au-dessus de 14 pour le premier chiffre et au-dessus de 9 pour le deuxième chiffre, ça s'appelle hypertension et il faut faire quelque chose. Aux États-Unis, suite à leur propre étude, comme les Chinois avaient fait, eux ils l'ont fait aux États-Unis, ils ont trouvé exactement la même chose et le monde entier a dit « Oui, mais c'est aux États-Unis, ils y comprennent rien. Ils font n'importe quoi, c'est pas mesuré comme il faut, nous on travaille pas pareil. » Forcément, on est français. Donc on fait mieux, c'est connu, c'est la base, d'accord? Mais c'est pas que les Français, c'est le monde entier. Et effectivement, il y avait plein de choses qui allaient pas dans cette étude. Mais quand même, ce qu'ils avaient trouvé, c'est que si vous êtes à 12, vous aurez moins de problèmes de santé, vous vivrez plus longtemps que si on vous met à 13,5. Et donc ils ont dit, eux, c'est la tension anormale, l'hypertension, c'est pas 14,9, c'est 13,8. Et donc aux États-Unis, c'est 13,8. Dans le reste du monde, c'est 14,9. Mais en fait, qui a raison? Probablement les États-Unis. Avec les études maintenant qu'on a en Chine et aux États-Unis, elles disent les deux la même chose. Donc en fait, probablement c'est eux qui ont raison. Simplement, encore une fois, pour le système de santé, dire 1/3 des adultes sont hypertendus versus la moitié, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la première question, c'est à quel niveau se situe la définition de l'hypertension artérielle? Je les laisse changer de rôle. À quel niveau se situe la définition de l'hypertension artérielle?
Eh ben, en France et en Europe et dans le monde entier, c'est 14,9. Et puis aux États-Unis, c'est 13,8. Bon, okay. C'est la première question. La réponse aujourd'hui, c'est à peu près ça. Est-ce que demain, ça sera la même? Ben, peut-être pas, mais enfin, c'est à peu près ça. Et la deuxième question qu'on s'est posée dans les années, donc, fin des années 60, c'est mais est-ce que c'est pareil de baisser la tension avec un médicament donné par rapport à un autre médicament qui baisserait la tension pareil, mais qui agit pas pareil? Je m'explique. Si la tension est élevée, il y a des mécanismes dans le corps qui font que la tension s'élève. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis néphrologue, ça veut dire que je m'occupe des maladies des reins en particulier. Eh bien, les reins s'occupent de dire à quel niveau la tension doit être au long cours. Le cerveau s'occupe surtout de comment la tension doit s'être régulée de seconde à seconde. Chaque seconde, à combien elle doit être. Alors que le rein, il a une vision à long terme. D'accord? Et il dit non, ce patient-là, cette personne-là doit être à tel niveau de tension. Et donc il va tout faire pour, avec ses mécanismes à lui, faire en sorte que la tension soit au niveau qu'il a décidé. Et donc si la tension est plus élevée, il va agir d'une certaine manière. Si elle est plus basse, il va agir d'une autre manière. Et pour le cerveau, c'est encore différent. Et donc on a différents types de médicaments qui vont s'occuper de différents types de régulation de la tension. Alors la régulation de la tension, ça se passe avec le rein, avec le sodium, le sel dans le corps, avec le système nerveux et d'autres choses encore compliquées, ou parfois simples d'ailleurs. Mais il y a différents types de médicaments. Vous savez qu'en France actuellement, il y a à peu près 250 médicaments différents pour traiter la tension. 250. Ça ne veut pas dire qu'il y a 250 mécanismes différents. En fait, il y en a à peu près 6 ou 7 mécanismes différents sur lesquels on tape. Mais pour chaque mécanisme, on va avoir 30 médicaments différents, avec des doses différentes, avec des durées d'action différentes, avec des noms différents, avec des laboratoires différents. Mais enfin, c'est le même mode d'action, ça agit pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la question qui s'est posée initialement, c'est à quel niveau il faut descendre? On a à peu près répondu. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est pareil si on baisse la tension au même chiffre, mais que dans un groupe, on met une classe de médicaments A, et dans l'autre groupe, on met une classe de médicaments qui agit différemment, mais qui agit en baissant la tension pareil. Vous voyez? C'est une vraie question. Donc le monde entier avait tendance à penser dans les années, à la fin des années 90, qu'en fait l'important c'est baisser la tension quel que soit le médicament. Et puis est arrivée une étude académique, c'est-à-dire faite par des médecins, par des universités. Et dans cette étude, ils ont décidé de comparer 4 types de médicaments. 4 types de médicaments différents. Donc c'est tiré au sort, vous rentrez dans l'étude, vous signez, on est aux États-Unis, ceci dit en France c'est devenu pareil, c'est comme chez le notaire, on doit signer quand on rentre dans une étude, on vous lit tout et vous signez, je suis d'accord, et vous recevez un des 4 médicaments, mais vous ne savez pas lequel. Et le médecin qui vous l'a prescrit ne sait pas non plus lequel. Et donc on va regarder au bout de quelques années ce qui se passe. Eh bien, voilà ce qui est arrivé. Un des 4 médicaments a été arrêté. On a arrêté les patients qui avaient ce médicament-là. Pourtant, la tension était bien contrôlée, ça allait bien, la tension était basse comme on voulait. Et pourtant, ça se passait pas bien pour les patients. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils avaient 2 fois plus d'insuffisance cardiaque que les autres et 1/4 de plus de problèmes de coronaire, d'infarctus du myocarde. D'accord? Et donc c'est là où on a compris que il faut baisser la tension, mais il faut choisir la classe de médicaments parce que certains sont meilleurs que d'autres. Et toute la question ensuite, c'est qui les meilleurs selon la personne. On doit personnaliser le traitement en fonction des risques que l'on anticipe chez le patient, en fonction de la tolérance des médicaments, lequel choisir. Et donc il y a toute une réflexion, toute une analyse sur c'est quoi les meilleurs médicaments en fonction de vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vos reins fonctionnent comme ci, vous avez tel type d'hypertension, etc. Donc les 2 grandes questions, ça a été ça. Et puis vient toujours
Et là, cette deuxième partie du topo est un peu triste. Je suis désolé de vous raconter des horreurs, mais je vais vous raconter des horreurs. Je vais vous raconter des horreurs parce qu'elles sont collectives. À partir des années 2010, en Europe, aux États-Unis, et plus en France encore qu'ailleurs, il y a eu un très fort sentiment de défiance vis-à-vis du monde académique dans le domaine de l'hypertension artérielle, comme dans d'autres domaines, donc par exemple les vaccins, même histoire, les médicaments qui baissent le cholestérol, qu'on appelle les statines, même histoire. Et donc les gens commençaient à dire, mais en fait, qui c'est qui fait les études la plupart du temps pour dire tel médicament est meilleur qu'un autre médicament? C'est les industriels. Les industriels, c'est quoi leur intérêt? De gagner de l'argent, évidemment. Donc ils ont tout intérêt à promouvoir l'idée qu'il faut baisser la tension le plus possible. D'accord? La plupart des gens qui sont à un niveau académique élevé, pas tous, mais la plupart des gens, et j'en fais partie, ont des liens avec des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des laboratoires pharmaceutiques. Je n'ai pas dit qu'on a des conflits d'intérêts, j'ai dit qu'on a des liens. C'est-à-dire, de temps en temps, par exemple, j'ai envie de faire une étude, j'ai une idée, et pour faire cette idée, j'ai besoin de trouver un partenariat avec un industriel. Donc j'ai un lien d'intérêt. Les gens ont dit, mais en fait, tous ces gens-là, tous ces académiques, tous ces professeurs, en fait, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Certes, peut-être qu'ils ne gagnent pas d'argent directement, quoique, on ne sait jamais. Hein, on ne sait pas, à la fin. Mais surtout, si c'est pas eux qui gagnent de l'argent, c'est leur hôpital. Si c'est pas leur hôpital, c'est leur équipe de recherche. Si c'est pas leur équipe de recherche, c'est quand même bien pour eux d'avoir des publications importantes parce que leur renommée va être plus importante. Et donc, ils vont avoir une promotion plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ce type de raisonnement est arrivé un peu partout dans le monde au milieu des années 2010, après 2010 surtout, 2014, 2015, ça a été vraiment le summum. Et donc, il y a eu tout un mouvement qui existe toujours, qui est en gros de dire, tous ces académiques, ils sont corrompus, moins compris, et donc il ne faut pas leur faire confiance. On n'est pas sûr de ce qui est raconté dans le domaine de l'hypertension artérielle, dans le domaine de la baisse du cholestérol, dans le domaine des vaccins. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui n'est pas lié, mais qui finalement a entraîné un peu les mêmes problèmes, c'est nous avons des difficultés en termes économiques dans ce pays. Il n'y a pas que dans ce pays, vous inquiétez pas, si vous allez voyager ailleurs, la plupart des autres pays, c'est pire. Donc, soyons contents d'être en France, on a beaucoup de chance. Mais quand même, les médicaments, ça coûte cher. L'hôpital, ça coûte cher. La santé, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Comme l'éducation d'ailleurs. Si vous pensez que ça coûte trop cher l'éducation, et c'est l'ignorance, vous verrez, c'est pas beaucoup mieux. C'est pareil pour la santé. Et donc, l'assurance maladie a inventé un truc terrible. Initialement, c'était malin, mais en fait, c'est devenu terrible. Ils ont décidé que l'hypertension artérielle n'était pas une maladie. C'était un facteur de risque cardiovasculaire. Ça a l'air de rien. Puisqu'en fait, mais il faut baisser la tension de toute façon, donc on appelle ça maladie ou facteur de risque, qu'est-ce qu'on s'en fout à la fin? Ça a eu des conséquences. La première conséquence, c'est qu'avant, les gens qui avaient une hypertension artérielle compliquée rentraient dans un cadre qui s'appelait les maladies dites de longue durée. D'accord? Ils étaient pris en charge complètement. À partir du moment où on a dit c'est plus une maladie, il n'y a plus de raison d'avoir ces ALD, ces autorisations de longue durée. D'accord? Il n'y a plus de raison. Donc c'est parti. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui restaient avec ce qu'on appelle un reste à charge, c'est-à-dire qui doivent payer de leur poche plus important qu'avant. C'est bête, mais c'est comme ça. Et puis, dès lors que c'est pas une maladie, le plus simple quand même, c'est de baisser les prix des médicaments. Comment on fait pour baisser le prix des médicaments? Si vous êtes l'assurance maladie, vous dites quoi? Vous dites, quand même, ça coûte trop cher, voilà ce qu'on va faire. On va faire en sorte que tous ces médicaments, on ne rembourse que le générique. D'accord? Et donc, tous les médicaments de l'hypertension artérielle en France sont devenus des génériques, avec un prix le plus bas possible. Donc tout le monde est content, puisque c'est des génériques.
C'est quoi le prix à payer pour ça? On est tous contents de payer moins cher, évidemment. Mais c'est quoi le prix à payer? Si demain je vais voir un industriel de l'hypertension artérielle et je lui dis j'aimerais faire une étude, tel travail, parce qu'on pourrait montrer ça et c'est important pour les patients. L'industriel en question, lui, il met sur le marché des génériques. Il ne met pas sur le marché son médicament à lui. Et d'ailleurs, celui qui décide de quel médicament vous allez avoir, c'est pas le médecin, c'est le pharmacien qui vous donne tel médicament qui est un comprimé. Le lendemain ou le mois suivant, c'est pas un comprimé, c'est une gélule. Le mois suivant, c'est un comprimé mais qui est rose, celui d'avant était vert, et ainsi de suite, avec des noms différents, et vous vous perdez. Je dis pas que c'est pas bien, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est bien, mais il faut voir aussi les conséquences derrière. Donc l'industriel dit, mais j'ai aucun intérêt à aller dépenser de l'argent, alors que derrière, je vais rien en gagner, il va rien se passer pour moi. Donc toute la formation des industriels dans le domaine de l'hypertension a été arrêtée. Il n'y a plus une formation en France, alors qu'il y en avait très souvent, pour les médecins d'origine industrielle. Hein, pour les médecins. Vous allez me dire, avec raison, c'est pas aux industriels de former les médecins. Mais malgré tout, c'était utile. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus d'investissement industriel. L'assurance maladie a fait en sorte que les prix soient les plus bas possibles, et c'est très bien pour tout le monde, personne n'en doute. Mais puisqu'il n'y a plus d'investissement, en France, il n'y a plus de recherche dans le domaine. Puisque ce n'est pas une maladie, pourquoi voulez-vous qu'on fasse de la recherche sur un truc qui n'est pas une maladie mais un facteur de risque? Donc les équipes de recherche françaises, qui étaient dans les années 80-90 excellentes, sont retrouvées avec plus grand-chose. Et c'est vrai dans toute l'Europe, et c'est vrai en grande partie aux États-Unis aussi, où la recherche est devenue beaucoup plus difficile qu'avant, parce qu'il n'y avait plus de programme pour financer cette recherche. Donc c'est des horreurs tout ce que je vous dis, finalement. On a dilapidé, d'une certaine manière, tous les progrès qu'on avait faits, beaucoup de progrès qu'on avait faits depuis les années 50 jusqu'à milieu des années 2000. Et donc la conséquence, ça a des conséquences aussi sur la santé des gens. Il n'y a pas de microclimat français. D'accord? La médecine est la même et les concepts médicaux sont les mêmes en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Belgique, au Danemark, en Égypte et en France. C'est la même chose. Et donc, on ne peut pas dire en France, l'hypertension artérielle, c'est pas un problème. Ailleurs peut-être, mais nous non, parce qu'on est en France. Non. Les lois de la physique sont les mêmes, les lois de la chimie sont les mêmes. Et donc, si les gens ne sont pas bien contrôlés, ils feront tous plus de problèmes de santé. Et donc, c'est très exactement ce qui s'est passé. Nous avons publié, il y a 18 mois maintenant, une étude sur ces complications graves de l'hypertension artérielle dont je vous ai parlé, qui datent d'un siècle. On s'est aperçu qu'en 8 ans, en France, il y en avait 7769. Dans un pays où il n'y a pas de barrière pour prendre en charge les gens sur l'hypertension. D'accord? Tout le monde peut se soigner, globalement. Tout le monde. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils payent rien. On paye rien pour notre santé. C'est fabuleux, c'est exceptionnel. Donc on devrait avoir un contrôle de la tension parfait. C'est pas le cas. Le contrôle de la tension en France est moins bon qu'avant. Ça a été montré l'année dernière. Et il est aussi moins bon que dans d'autres pays qui étaient plus mauvais que nous. Par exemple, le Canada était plus mauvais que nous. Leur contrôle tensionnel, c'était 40%. Nous, on était à 50%. Donc on était les coqs. On était contents. Regardez, nous, on est forts. Et bien maintenant, on est à 50%, 48% plus exactement. Les Canadiens sont à 70%. Donc il se passe quoi? Il se passe que c'est cette situation que je vous décris. Mais à la fin, je voudrais vous donner plein de motifs d'espoir et de satisfaction. Premièrement, malgré ces histoires-là, il y a eu des révolutions scientifiques, vraiment des choses extraordinaires qui sont arrivées. On pensait que la tension, ça concernait le cœur, ça concernait les reins, ça concernait les vaisseaux, puisque c'est la pression dans les vaisseaux. Et on s'est aperçu, il y a 10 ans, par une équipe américaine, que, en fait, c'est un problème d'immunité. D'immunité, ça veut dire comment on reconnaît ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Et qu'on n'est pas tous pareils, et que
on va développer des réponses qui vont aboutir à de l'hypertension chez les gens à cause de ça. On prend des souris ou des rats qui nous ont rien fait, tant pis pour ceux qui détestent la recherche animale, et je les comprends. Et on peut prendre certaines cellules immunitaires des animaux hypertendus, on les met chez les animaux normotendus, ils deviennent hypertendus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout d'un coup, il y a deux mondes qui se sont rencontrés depuis 2014, alors qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne parlaient pas du tout le même langage. Et donc maintenant, des concepts nouveaux sont apparus, où on est en train de réfléchir à comment faire en sorte pour que le système immunitaire ne fasse pas en sorte qu'on devienne hypertendu. Parce qu'in fine, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous embêter ou qui va vous choquer. Si vous avez 65 ans et que vous n'êtes pas hypertendu, d'accord? Tout va bien. Et puis on vous suit jusqu'à l'âge de 85 ans. Quel est le risque que vous deveniez hypertendu à 85 ans? Il est de 90%. Autrement dit, sur une vie entière, quel est le risque de devenir hypertendu? Il est de 95% sur une vie entière. Donc quand on dit l'hypertension, ça concerne X millions, etc. Non, ça concerne l'immense majorité des gens à un moment ou à un autre de leur vie. Ça ne veut pas dire que parce que ça arrive, alors il faut laisser les chiffres, c'est la nature. Sinon, il faut arrêter toute la médecine de prévention. Non, il faut quand même baisser les chiffres malgré tout, parce qu'il y aura moins de démence, parce qu'il y a moins d'insuffisance cardiaque, parce qu'il y a moins d'infarctus du myocarde, parce qu'il y a moins d'accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut quand même le faire. Mais l'hypertension, elle arrive la plupart du temps à un moment ou à un autre. Chez certains, c'est l'adolescence. La plupart des gens, c'est après la cinquantaine. Et puis après, progressivement, il y en a de plus en plus avec le temps. Et donc, on se satisfait du fait qu'il y a des médicaments pour la tension. Ça coûte quand même 4 milliards d'euros au moins chaque année, les médicaments pour la tension. 4 milliards. Et donc, on peut dire, on a des médicaments, c'est bien. Mais les concepts qui sont en train d'être développés actuellement, c'est pas ça. C'est les concepts qui disent comment on peut faire pour que les gens aient un système immunitaire qui va leur permettre de ne pas développer l'hypertension artérielle, ou en tout cas la retarder le plus tard possible. Ça, c'est des concepts nouveaux. Donc c'est une révolution scientifique qu'on n'avait pas. C'est une première révolution scientifique. La deuxième révolution, elle est thérapeutique. Maintenant, il y a des médicaments qui sont développés, qui ont des nouvelles cibles, des cibles qu'on ne connaissait pas dans le domaine de l'hypertension, et qui font qu'on baisse très très bien l'hypertension. Alors je vais vous en citer 2 ou 3, ou 4, pas plus en tout cas. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais enfin, pas beaucoup plus peut-être. Premièrement, il y a des médicaments maintenant qui sont développés, que vous prenez une fois tous les 6 mois, et pendant 6 mois, votre tension est contrôlée. Donc pour les gens qui aiment les comprimés tous les jours, c'est un peu embêtant bien sûr, mais enfin, pour les gens qui n'aiment pas trop les comprimés tous les jours, ils préféreraient quand même. Donc c'est en train d'être développé. Ils ont une injection sous-cutanée tous les 6 mois, et pendant 6 mois, leur tension va bien. Quand même incroyable. C'est pas donné, mais c'est incroyable. Ça, c'est un exemple. Ensuite, pour les gens qui ont plein de comprimés et qui les prennent, parce que c'est ça aussi, les médicaments marchent surtout quand on les prend, en fait. Si on les prend pas, ça marche moins bien. Et donc, pour les gens qui prennent plein de médicaments, et pour lesquels malgré tout la tension baisse pas, eh bien il y a différentes choses qui ont été proposées ces 15 dernières années, et ça fait une vraie différence. Il y a quelque chose qui s'appelle la dénervation rénale. C'est pas des médicaments. On monte une sonde dans les artères rénales, on modifie le système nerveux au niveau de ces artères rénales, et la tension baisse. Et donc on a moins besoin de médicaments. Il y a un autre système qui est comme un pacemaker, qu'on met ici au niveau de la carotide, qu'on place, et qui fait baisser la tension. En fait, c'est très marrant comme système. Ce système-là, il dit au cerveau, la tension est encore plus élevée que ce que tu crois. Et donc le cerveau, il croit que la tension est plus élevée, et donc il fait tout pour la baisser. Et donc elle se retrouve plus basse. Donc c'est un leurre, quoi. On est en train de leurrer le cerveau, on lui fait croire que la tension est plus élevée encore, et donc il fait tout pour la baisser. C'est assez fun quand même. Mais à la fin, tous ces médicaments, tous ces nouveaux concepts vont aboutir à faire en sorte que
les gens aient envie d'être en bonne santé et que ça soit pas trop difficile pour l'être. Et donc moi je plaide pour un élément qui est l'autonomie des personnes. L'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie? Ça veut dire ne pas dépendre du dépistage de l'hypertension par le médecin. Il existe des appareils d'automesure, et la France a été vraiment leader dans ce domaine, des appareils pour mesurer la tension chez soi, qui marchent très bien. Et donc, après l'âge de 50 ans, puisque c'est plutôt par là que ça commence à se jouer, je pense que ça serait bien que les gens achètent un appareil de tension qui vaut à peu près 27 €, qui ne sera pas remboursé, mais c'est pas grave. 27 €, on peut se le payer. Et vous regardez une fois par an, si vous n'avez pas de tension. Si vous en avez une, si la tension est plus que 13,5 pour le premier chiffre et 8,5 pour le deuxième, alors vous avez une hypertension et il faut aller voir votre médecin. Mais comme ça, vous êtes autonome. Vous vous dites pas, bon ben voilà, j'ai pas vu le médecin depuis 10 ans, je sais pas comment je vais, au bout de 10 ans, je vais voir ce qui se passe. Il suffit de passer 2 jours à mesurer un peu votre tension le matin et le soir, et c'est tout. Et vous avez la réponse. Vous êtes autonome. Et puis ensuite, quand on vous donne des médicaments pour la tension, quand on me donne, parce que malheureusement les médecins ne sont pas vaccinés contre les maladies. On aimerait bien ne pas avoir de maladie, mais on a les mêmes que vous. Donc, si on a une hypertension artérielle, eh bien, si on a un appareil d'automesure, le but, c'est d'avoir une tension qui est inférieure à 13,5 pour le premier chiffre et 8,5 pour le deuxième. Mais il n'y a pas que les médicaments. Je vous ai dit, il y a bien sûr ces dispositifs nouveaux qui existent et puis ces concepts nouveaux qui vont aboutir à des prises en charge plus efficaces. Mais il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'activité physique. Le premier élément qui va réduire votre risque que vos artères deviennent rigides et que votre tension monte, c'est l'absence d'exercice physique, c'est le poids qui est trop important, c'est la malbouffe. Alors je ne dis pas que si vous mangez parfaitement bien, si vous êtes mince, si vous faites de l'activité physique, vous ne serez pas hypertendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas vrai. Vous serez hypertendu à un moment ou à un autre, l'immense majorité d'entre vous. Simplement, au lieu de l'être à 40 ans, vous le serez à 60 ans. Au lieu de l'être à 60 ans, vous le serez à 75 ans. Au lieu de l'être à 75 ans, vous serez à 95 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est important de se prendre en charge pour se dire, si je ne suis pas hypertendu, eh bien, me prendre en charge me permet d'avoir des bonnes habitudes de vie, premièrement. Deuxièmement, de réfléchir pour moi-même si je suis hypertendu ou pas. Pas difficile à faire, 27 €. Et puis ensuite, si vous êtes hypertendu, de vous suivre chez vous et de montrer ça à votre médecin. Et il sera très heureux. Il sera très heureux de savoir quel est votre niveau de tension chez vous. Enfin, je voudrais terminer avec une histoire pas drôle et une histoire vraiment positive. L'histoire pas drôle, ça a aussi déterminé pourquoi je me suis intéressé à l'hypertension artérielle. Je m'occupais d'une femme jeune qui était aide-soignante et qui travaillait la nuit, donc avait un stress, comment dire, relativement important. Elle s'occupait des enfants le matin quand elle rentrait. Elle faisait 80 km, 70-80 km pour aller à son boulot la nuit. Elle revenait le lendemain matin. Elle s'occupait de ses enfants. Elle avait 3 enfants qu'elle amenait à l'école. Puis ensuite, elle allait dormir un peu quand même. Et puis elle repartait le soir. Les médicaments, dans ce contexte, c'est compliqué. La prise en charge d'elle-même, c'était compliqué aussi. Et malheureusement, elle a fait un accident vasculaire cérébral grave. Et je me suis dit, plus jamais ça. Je veux plus voir ce genre de choses. C'est affreux. Elle est toute seule. Elle a 3 enfants, c'est une horreur. Donc je me suis dit que j'allais tout faire pour colporter la bonne parole. Et puis m'occuper des gens qui ont de l'hypertension, qui ont aussi des maladies rénales pour beaucoup. Et puis l'histoire plus positive, c'est que de temps en temps, on a des choses très compliquées à gérer, et on y arrive. Un monsieur que je suis maintenant depuis 1 an, qui avait une hypertension artérielle extrêmement sévère. Tous les centres, il a vu tous les centres à Paris, personne n'y arrivait. Il est arrivé, on n'y est pas arrivé non plus, hein. On n'a pas fait mieux que les autres.
Simplement, ce qu'on a fait, c'est s'appuyer sur un réseau de médecins qui s'occupent d'hypertension artérielle. Alors, il se trouve qu'à Tours, dans le service dans lequel je suis, ce service constitue un centre d'excellence dit européen d'hypertension artérielle. En France, il doit y en avoir 7 ou 8. Et donc, on essaie de se parler, d'abord entre collègues, et puis avec d'autres collègues en France et ailleurs. Et donc, on a accueilli ce jeune homme avec une hypertension artérielle des années 50, quand il n'y avait pas de médicaments, sauf que lui avait 7 médicaments, mais que ça ne marchait pas, et on ne trouvait pas. Et on ne trouvait pas. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas. On a fait une réunion nationale avec les experts dans le domaine, et tous les experts ont donné leur avis. Et à la fin, on a dit, OK, on va doser telle hormone qu'on n'a pas l'habitude de doser, on va faire tel examen qu'on n'a pas l'habitude de doser. On a fait plein de choses. Et ces plein de choses n'ont donné rien. On n'a rien trouvé. Alors on a fait une deuxième réunion nationale, parce qu'on ne laisse pas tomber. Surtout un jeune, comme ça, avec un enfant de 9 ans, 8 ans, on ne laisse pas tomber. Et on s'est battu. Et on a fini par trouver ce qui se passait. On s'est aperçu, lors d'un scanner, que tout d'un coup, ces artères se contractaient, alors qu'elles ne sont pas supposées se contracter. L'aorte n'est pas, c'est une grosse artère, ça ne se contracte pas. Et là, elle se contractait. Et donc, on a cherché, avec les autres collègues en France, et avec des avis ailleurs, en Europe, et dans le monde, si cela avait déjà été vu. Non. Mais moi, je n'y connais rien. Personne ne connaît cette maladie. Donc on a encore élargi et on a discuté avec d'autres personnes qui s'occupent de neurologie, qui s'occupent d'autres choses. Et in fine, en accord avec le patient, on lui a dit, ben voilà, là ça se passe mal, on pense que ça va continuer à mal se passer puisqu'on ne sait pas vous aider. On va essayer quelque chose sur la base de l'idée de X et de Y à tel endroit dans le monde, etc. C'est ce qu'on a fait. Et ça a marché. Ce type-là n'a plus d'hypertension artérielle. Il a d'autres petits soucis maintenant en post-opératoire, mais enfin, ça va se régler. Il n'a plus d'hypertension artérielle. Donc, les médecins, croyez-le ou pas, sont extrêmement motivés pour faire en sorte que les gens aillent bien. Pas seulement pour leur gloriole, même si la gloriole c'est important, mais aussi parce que on a fait ce métier pour ça. C'est vrai pour les statines, c'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour l'hypertension artérielle, c'est vrai pour ce que vous voulez. On a fait ce métier parce qu'on y croit, parce qu'on a envie. Et donc demain, on va avoir en France, en Europe et aux États-Unis des médicaments qu'on prend une fois tous les 6 mois. Alors quand je dis demain, c'est dans les 10 ans qui viennent, hein, c'est pas tout de suite. Mais pour nous, c'est demain. Qui vont baisser la pression artérielle pendant 6 mois. On va avoir des manières de traiter la tension qui sont complètement différentes de ce qu'on faisait jusque-là. On a des situations où qu'on peut individualiser et dire celui-là, il faut l'opérer de tel truc parce que la tension vient de là, et celui-là, il ne faut pas y toucher. Des médicaments suffiront. Et puis aussi, on va agir sur le système immunitaire pour essayer de faire en sorte que on laisse la tension la plus basse et la plus normale pendant le plus longtemps possible. Et donc, c'est ça que je voudrais que vous reteniez avant que vous me posiez des questions plus pratiques sur votre vie, sur éventuellement les médicaments que vous prenez ou que vous ne prenez pas et les effets indésirables que vous pouvez avoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. C'était peut-être un peu long, mais... Merci, professeur. Oui, on va passer à la séance de questions-réponses. Alors, je vais juste vous demander, parce que nous sommes filmés, de ne pas parler en direct avant d'avoir le micro dans la main, parce que sinon, dans la retransmission vidéo, on n'entendra pas votre question. Donc, je vais venir à vous. Vous levez juste la main et on enchaînera ainsi les questions. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre exposé, c'était très intéressant. Dans la famille de mon mari, il y a de l'hypertension connue, de son grand-père, de sa grand-mère, enfin bref. Et mon mari en fait partie aussi. Il est bien stabilisé grâce à des médicaments qu'il prend de façon très régulière. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le médecin m'avait dit les enfants
J'ai 3 garçons. On n'entend pas. J'ai l'impression que je parle. Faut bien mettre le micro devant sa bouche, en fait. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que... Faut coller le micro à la bouche. C'est très fort. Voilà. Le médecin avait dit, à partir de 40 ans, les fils d'un hypertendu doivent déjà se faire dépister, enfin se faire surveiller. Vous en avez pas parlé, mais est-ce que c'est juste ou j'en ai déjà parlé. Mes enfants, c'est pas leur préoccupation du moment, et alors que je suis moi super convaincue. Voilà, je voulais vous le dire. Peut-être que d'autres personnes sont intéressées aussi par cette question. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison. Il y a un effet un peu génétique et familial, c'est-à-dire que les gens qui ont une hypertension artérielle ont un fort risque que leurs enfants, pas seulement leurs fils, leurs filles aussi, pareil, développent de l'hypertension artérielle. Alors c'est pas une certitude absolue, mais c'est un risque. Plus il y a d'hypertendus dans une famille, plus les enfants sont à risque de développer une hypertension, et c'est encore plus vrai quand c'est la maman qui est hypertendue, plus que le papa. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc effectivement, après 40 ans, offrir un appareil d'automesure, les gens le mesurent une fois par an, chez eux, voilà, pour mon anniversaire, ou la veille de mon anniversaire, maman, je me suis mesuré la tension, voilà les résultats, je suis inférieur à 13,5 et 8,5, tu peux dormir tranquille. Qu'est-ce qu'un fils ne ferait pas pour sa mère ? Pourquoi les mamans, on ne le sait pas. C'est une bonne question. Pourquoi la transmission se fait plus du risque d'hypertension quand c'est la maman que quand c'est le papa? On ne le sait pas. C'est une très bonne remarque. On ne le sait pas. Je vous ai pas parlé de toutes les questions auxquelles on ne sait pas répondre, mais on en a plein. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie pour cette réunion. C'était très sympa. Je suis concerné par l'hypertension. J'ai 20 de tension, alors j'ai mal à la tête. Malgré des prises de médicaments énormes. Donc j'aurais 2 questions à vous poser. Je mets mes lunettes parce que sinon je n'arriverai pas à lire. Première question, est-ce que tout à l'heure vous aviez parlé de tension très élevée et vous l'avez prononcé qu'une fois, 24-12. Ma première question est, est-ce que l'HTA agit sur la durée de vie du malade? Oui. En moyenne, on perd 8 ans et demi de vie par rapport à celui qui n'a pas d'hypertension. D'accord. La deuxième et très bonne question, quel médecin spécialisé est le plus compétent pour traiter cette HTA? Le médecin qui s'y intéresse. Non mais je plaisante pas. Le meilleur médecin d'abord, c'est votre médecin généraliste. On a la chance en France d'avoir un réseau de médecins généralistes globalement que le monde entier nous envie. On est toujours à râler les uns et les autres, moi le premier, mais la réalité, c'est qu'on a un système de santé qui est assez exceptionnel par rapport à ailleurs. Donc le premier réseau, c'est le médecin généraliste. Ensuite, de 2 choses l'une. Soit avec la prise en charge que vous avez, votre tension est bien contrôlée. C'est-à-dire que chez vous, vous avez en moyenne moins de 13,5 pour le premier chiffre et moins que 8,5 pour le deuxième. Auquel cas, la vie est belle. Si votre tension n'est pas équilibrée, alors votre médecin est supposé se dire « bon, je ne suis pas content, je suis en échec, je dois faire mieux ». Et ensuite, c'est à lui de déterminer à qui il vous adresse. Ce que je peux vous dire, c'est que notre service est un centre d'excellence en hypertension artérielle. Il y en a 6 ou 7 en France, il n'y en a pas des millions, et donc notre job, c'est de s'occuper des gens comme vous. Maintenant, il y a d'autres gens qui sont très très bien et qui s'occupent très bien d'hypertension artérielle dans le public, dans le privé, des cardiologues, des néphrologues, il y a de tout. D'accord ? Il y a même des médecins généralistes qui sont très très forts dans ce domaine. Mais comme toujours, on ne sait pas toujours à l'avance ce qui est bon et qui est pas bon. Donc c'est celui qui s'y intéresse qui, par la force des choses, sera bon. Bonsoir, merci. Je voudrais vous poser une question en rapport avec ce qui m'arrive, c'est-à-dire depuis un peu plus de 20 ans, je suis traité pour hypertension artérielle. Elle est, j'ose pas dire stabilisée, mais en général autour de 14 pour la plus élevée. Et en revanche, pour la tension basse, elle est assez souvent entre 4,5, 5, voire 6.
Donc j'ai un écart qui peut être par exemple de 14,6 ou quelque chose comme ça. Et je suis traité avec de l'ibésartan et je me sens bien par ailleurs. Merci. Donc est-ce qu'il y a une raison pour laquelle donc la tension basse, enfin la systole, si je ne me trompe pas Alors, la tension, quand on regarde sur une population donnée, le premier chiffre augmente en gros toute la vie. Plus vous prenez de l'âge, plus le premier chiffre en moyenne augmente. D'accord ? En revanche, le deuxième chiffre, il augmente jusqu'à 60-65 ans, et après il baisse. C'est mon cas. Comme tout le monde. Simplement, il y a des gens qui ont des écarts entre le premier chiffre et le deuxième chiffre qui sont pas si importants, et puis d'autres qui ont des écarts très importants. Ça veut dire que vous avez une rigidité des artères plus importante, tout simplement. Merci. Attendez, il y a une dame d'abord. J'ai une question très pratico-pratique parce que j'aimerais revenir sur les praticiens. En rebond à ce qui a été dit, le médecin qui s'y intéresse, clairement, ça fait la différence, je suis d'accord. J'ai l'exemple dans ma famille, pas plus tard que cette semaine, de ma mère qui a été refoulée des urgences de l'hôpital Trousseau alors qu'elle y allait pour justement de l'hypertension du cœur et du coup un problème au cœur. Je voudrais vous demander, puisque moi je suis plus jeune et que j'ai la difficulté aussi d'avoir des rendez-vous avec angiologue par exemple, est-ce qu'on peut vous demander, parce qu'on sait que les délais d'attente sont longs pour obtenir des rendez-vous avec spécialistes quand ils acceptent des nouveaux patients, donc ma question pratico-pratique arrive, quel est le délai d'attente pour vous consulter, professeur, et pour consulter aussi un cardiologue, si tant est que ce soit encore possible? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question, parce que pour les cardiologues, on a eu une période un peu basse, mais sachez par exemple que si vous allez à Amboise, en principe, ils ont la place. Ils ont la place. Mais j'essaye de trouver des solutions. Il y a plein de médecins à la clinique NCT+, qui sont des cardiologues. Il y a plein de médecins au CHU de Tours qui sont des cardiologues. Et ça dépend ce que vous avez. Et ensuite, le plus simple, comme toujours, c'est de passer par le médecin généraliste. C'est pas de soi-même chercher, c'est de passer par le médecin généraliste qui saura le plus souvent vous aiguiller. Ensuite, concernant la désertification médicale, je n'ai pas de solution là tout de suite à vous proposer. C'est un problème qui me dépasse un peu quand même. Pour le délai d'attente avec moi, c'est très facile. Soit je pense que c'est urgent de vous voir et je vous vois demain. Soit je pense que on a vraiment le temps. C'est pas parce que vous êtes angoissé qu'on n'a pas le temps et vous aurez rendez-vous dans 6 à 7 mois. Voilà. Donc toute la question est de savoir si je pense que c'est urgent ou pas. Et donc maintenant, ce qu'on fait dans le service, et donc dans beaucoup de services, on demande au médecin, quand il y a une demande de rendez-vous, de nous dire pourquoi il veut un rendez-vous. Parce qu'il est quand même assez logique que les gens qui ont un problème urgent soient vus plus vite que les patients qui n'ont pas besoin d'être vus tout de suite. Il y a une différence entre l'urgence ressentie, il faut absolument que je voie quelqu'un parce que je ne peux pas attendre, et l'urgence réelle. Mais je comprends, vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas savoir, et ça vous trotte dans la tête et vous dites mais je suis peut-être pas pris en charge comme il faut absolument que je... C'est pas simple, je vous dis pas que c'est simple, mais il est logique dans un système que les gens qui soient les plus graves ou les plus urgents soient vus avant les gens, voilà. Mais globalement, on essaye de voir les gens en temps et en heure, et quand quelqu'un appelle même un médecin, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps quand même, hein, j'avais le téléphone du service, puisqu'on a un référent du service qui a téléphone dans notre poche. Il se trouve que ce jour-là, c'est moi qui l'avais. 18h30, le téléphone sonne, une dame qui appelle et qui dit voilà, j'ai eu une maladie en 2003. J'ai l'impression que j'ai la même chose. Et ça s'appelle tel truc. Je vous dis pas le nom. Et je lui dis écoutez madame, il est 18h30. Déjà, on va essayer de comprendre comment vous allez, quels symptômes vous avez, etc. Donc, elle m'a expliqué tout, et je lui ai dit, écoutez, madame, je vous vois demain matin à 8h30. Je l'ai vue le lendemain matin à 8h30, elle a été hospitalisée, le problème a été réglé, et vous savez quoi? Elle savait le nom de sa maladie, elle savait même le traitement qu'il fallait faire, et sa première question qu'elle m'a posée, parce qu'elle a une maladie rare, c'est est-ce que tel traitement, qui vaut 400 000 € par an, est-ce que j'y aurai droit? Et je lui ai dit, oui, on est en France,
vous y aurez droit. Et donc pourquoi je parle de ça? Pas parce qu'on l'a sauvé, quelqu'un d'autre aurait eu le téléphone, il aurait dit la même chose. C'est parce que dans les problèmes de santé où il y a des associations de patients, alors c'est pas le cas pour l'hypertension artérielle où il n'y a pas d'association de patients, mais pour des problèmes de santé où il y a des associations de patients, c'est très important d'en faire partie parce qu'on a plein d'informations qu'on n'aurait pas autrement. Et cette jeune femme avait ces informations par l'association de patients, et donc quand elle est arrivée, elle connaissait sa maladie, elle connaissait le traitement, elle savait que ça coûtait cher, elle avait peur de ne pas l'avoir, mais Dieu merci, on est en France, et il faut remercier tous les jours le fait qu'on soit en France. Eh bien, elle a été prise en charge et elle va bien. Voilà. Merci d'abord pour votre intervention et j'aimerais vous poser une question qui traite de l'auto-mesure. Dans quelles conditions on doit faire notre auto-mesure? Parce que je me suis aperçu finalement, je ne fais pas d'auto-mesure, mais je crois que la tension change en fonction de notre activité. Donc, ou quand après manger ou avant de se coucher, je ne sais pas. Quelle est la meilleure situation pour faire l'automesure? C'est une excellente question, très pratique. Et c'est vrai que les chiffres de tension, ça bouge tout le temps. On dit aux gens, c'est quoi votre tension? On dit, oh, ça dépend des fois. Oui, d'accord, mais en moyenne, c'est quoi? Oh, je sais pas trop. Et donc, en fait, la méthode la plus standardisée pour mesurer la tension, elle a été définie il y a quelques années en France. C'est 3 fois à 1 minute d'intervalle avant le petit déjeuner et avant la prise des médicaments, 3 fois avant le coucher, à 1 minute d'intervalle, 3 jours d'affilée. Et donc on fait la moyenne des 18 chiffres pour le premier chiffre, la moyenne du deuxième chiffre, et puis on voit quelle est la tension. Alors attention, il faut aller plus loin, il faut aller un peu plus dans le détail. Il faut acheter un appareil qui est un brassard. Alors je vais vous montrer comment on prend la tension. Vous vous asseyez, comme je vais le faire. Vous mettez l'avant-bras sur la table, vous mettez le tensiomètre qui est sur le bras, et vous mettez l'avant-bras sur la table, comme ça. Et vous appuyez sur le bouton. Vous mesurez, et vous attendez 1 minute et vous recommencez, et puis encore 1 minute, vous recommencez, vous notez les chiffres. Alors, il y a encore plus précis que ça, et c'est très important. Pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas sur votre téléphone. Pendant que vous faites ça, vous ne discutez pas avec votre femme. Pendant que vous faites ça, vous ne regardez pas la télé. Vous êtes au calme. Pourquoi? Parce que toute stimulation intellectuelle modifie les chiffres de tension. Vous ne parlez pas non plus, vous êtes dans un endroit calme, vous êtes reposé 5 minutes avant, et c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. À propos du tensiomètre, je voulais vous demander, vous avez tendu le bras droit. Est-ce que c'est pas le bras gauche? Absolument. Alors en l'occurrence, j'ai tendu le bras droit parce que je suis gaucher et que je tiens le micro avec le bras gauche. Alors, mais je vais répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, qui est de savoir quel bras on doit privilégier. Oui. En fait, quand vous allez voir un médecin, s'il fait son boulot correctement, la première fois, il doit mesurer la tension à droite, à gauche et debout. Et donc, il doit regarder s'il y a une différence de tension à droite et à gauche, parce qu'effectivement, de temps en temps, on peut avoir une tension un peu différente à droite et à gauche. Donc, tous les patients qui viennent dans le service de néphrologie, à Tours, on leur mesure au départ la tension à droite et à gauche, pour savoir s'il y a des différences. Et s'il y a une différence, on dit, attention, vous allez mesurer votre tension du côté le plus élevé. Pas du côté qui est le plus bas. Parce que du côté le plus bas, ça veut dire qu'il y a une anomalie sur une artère qui fait que votre tension est faussement basse, mais votre vraie tension, elle est de l'autre côté. Et donc, il n'y a pas en moyenne de différence entre le bras droit et le bras gauche. Mais une fois que vous avez vraiment déterminé si il n'y a pas de différence, vous prenez celui que vous voulez, vous en foutez. Mais avant, il faut déterminer s'il n'y a pas de différence. D'accord. Bon, c'était pas ça ma question, mais là, je reviens sur ma question. Donc, depuis 2 ans, je fais de l'hypertension. Je prenais du candesartan 4 mg, tout allait très bien. Et depuis 2 mois, là, j'ai fait de la tension, j'avais 17,9, 18,9. Donc, mon médecin traitant m'a passé à 16 mg. Mais depuis, je voulais savoir s'il y a une relation. J'ai très mal aux jambes, j'ai les jambes qui enflent. Alors, ce type de médicament n'entraîne pas en principe de jambes qui enflent. D'accord. Donc l'hypertension n'agit pas du tout sur les jambes.
Je ne sais pas ce que j'ai dit. La question que vous m'avez posée, c'est est-ce que le médicament est responsable, ce médicament-là est responsable de vos jambes qui enflent? La réponse est probablement non. Alors, ensuite, est-ce que vous avez un problème de santé qui fait que vos jambes enflent, qui pourrait être associé à l'hypertension? Je vous connais pas assez, la question est trop technique, je sais pas. Ah non, c'est depuis que je prends justement, que j'ai de l'hypertension, que je fais du sport. Donc c'était la question, est-ce qu'il y a un rapport avec l'hypertension et avec les jambes qui gonflent, sans parler de quand des artères? Ça dépend de pourquoi vous avez l'hypertension. Il y a les maladies, effectivement, où vous avez de l'hypertension et les jambes qui enflent. Mais je vous connais pas, donc j'en sais rien. Merci, on va bientôt arriver au terme. Si vous avez, une ou deux questions, et puis on clôturera. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'avais pas une question sur une hypertension qui me concerne, mais je voudrais savoir par rapport aux causes de l'hypertension. Vous avez dit que l'hypertension peut être immunologique. Je vois pas comment c'est possible d'expliquer. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de cette conférence, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des cellules dendritiques et des macrophages, ni de l'oxydation à l'intérieur des cellules dendritiques, ni qu'il s'agit d'une réponse inflammatoire qui modifie les cytokines qui sont à l'intérieur des reins et qui font modifier le fonctionnement des canaux sodiques et d'autres canaux à l'intérieur du rein. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. D'accord ? Je vous remercie. Voilà. Il n'y a pas besoin de traduction. Maintenant, le plus important de votre question... Je vous réponds en fait. Le plus important de votre question, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que 95 fois sur 100, dans l'hypertension artérielle, les mécanismes sont connus, mais ils sont à l'intérieur des reins et du cerveau et du système nerveux, et on appelle ça hypertension essentielle parce qu'il n'y a pas de cause particulière. On sait maintenant que le système immunitaire et le cerveau jouent un rôle très important. Mais dans 5% des cas, cette hypertension est associée à d'autres maladies. Des problèmes de reins, des problèmes de glandes surrénales, d'autres problèmes encore. Et donc, quand un médecin voit dans sa salle d'attente un hypertendu, première question qui se pose, c'est est-ce qu'il fait partie des 95% pour lesquels je ne vais pas trouver de cause particulière, ou est-ce qu'il fait partie des 5% pour lesquels il y a une cause à chercher, à trouver et qu'on peut guérir. Parce qu'il y a des causes secondaires, dites secondaires, les 5%, si on les traite, on guérit. On peut guérir les gens à vie. Ils n'ont plus besoin de médicaments. Vous voyez ? La thyroïde peut entraîner des problèmes de tension. Une fois que le problème de thyroïde est réglé, ça doit rentrer dans l'ordre. Bien, mais écoutez, merci. Il nous reste à conclure et à remercier le professeur Halimi pour son intervention et ses réponses très précises et complètes. Merci beaucoup. Le prochain jeudi de la santé aura lieu en juin. Je n'ai pas la date là, mais regardez bien sur le 19 juin. Merci. Et il sera autour des écrans, la juste place des écrans dans les maisons. Donc, vous êtes les bienvenus pour revenir et être accompagnés de personnes que vous souhaitez, à qui vous souhaitez faire découvrir ces jeudis de la santé. Bonne soirée. Merci à vous.